Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Bismart, le rendez-vous emploi RH où l'on débat en expertise sans langue de bois. Vous connaissez notre rendez-vous, le cercle RH avec nos invités. On va s'intéresser à la transformation numérique dans cette période post-Covid. Est-ce qu'il est utile ou pas d'accélérer cette transformation? On en parlera dans quelques instants. Puis Working Progress, c'est notre rendez-vous à la rencontre de start-up et d'entreprises innovantes. Elles seront avec nous dans quelques instants. Et puis, dans notre rubrique Bien dans son job, Benoît Serre, notre consultant Bismart, le vice-président de l'ANDRH, va nous décrypter les annonces du président Macron. C'était hier en matière de chômage partiel et de formation. C'est un peu complexe. On va essayer d'y voir plus clair dans quelques instants. Mais d'abord, l'info et le JT présenté comme chaque jour par Victoire Sicora. Bonjour Victoire. Bonjour Arnaud. Le moral des patrons rebondit sans pour autant revenir à la normale. C'est ce que révèle l'INSEE dans son baromètre mensuel du climat des affaires, réalisé auprès de 10 000 chefs d'entreprise. Le climat des affaires a fortement grimpé au mois de juin, ce qui est plutôt de bon augure. Pour la suite de l'année, l'indice a en effet gagné 18 points en juin et se retrouve à 78 points. Mais comme le remarque l'INSEE, ce niveau reste très en deçà de sa moyenne de long terme, qui est plutôt autour de 100 points. Globalement, les entreprises sont néanmoins plus optimistes, et ce dans tous les secteurs. Par exemple, dans l'industrie, les chefs d'entreprise pessimistes sur la reprise sont moins nombreux que ceux qui ont une attitude positive sur les perspectives de production. En revanche, les carnets de commandes venant de l'étranger sont encore bien dégarnis. Les personnes à risque pourront rester en télétravail, voire en arrêt maladie jusqu'à fin août. Voilà la décision de l'exécutif, alors que les critères s'assouplissent pour favoriser le retour des salariés dans les entreprises. Alors que le nouveau protocole national de déconfinement élaboré par l'exécutif est attendu pour la fin de semaine, le gouvernement a prévu des exceptions pour les citoyens dits à risque de forme grave. Mais alors, qui sont les personnes concernées? Les individus, bien sûr, de 65 ans et plus, mais aussi les patients avec des antécédents cardiovasculaires, les malades du cancer, les diabétiques ou encore les personnes atteintes de pathologies chroniques respiratoires. Le ministre de la Santé a tenu à ajouter à cette liste les femmes enceintes au 3e trimestre et les personnes souffrant d'obésité morbide. Cette longue liste renvoie à une réalité de 18 millions de personnes en France. Enfin, pour les salariés qui ne pourront pas travailler à distance, il revient à l'assurance maladie de leur fournir un arrêt de travail qu'ils doivent ensuite remettre à leur employeur. 6 milliards d'euros, c'est le montant de l'enveloppe que propose Olivier Véran pour les salaires des soignants dans le cadre du Ségur de la santé. Cette somme sera à répartir entre les hôpitaux, les EHPAD publics et certains du secteur privé. Les médecins font, eux, l'objet d'une négociation parallèle. Ces 6 milliards d'euros permettront une augmentation générale des salaires des agents de la fonction publique hospitalière, une refonte des primes ainsi que des hausses ciblées sur certaines professions. Pour les syndicats, la négociation salariale ne fait que commencer, bien qu'ils soulignent l'effort du gouvernement en qualifiant cette somme d'importante. La France souffre d'une importante pénurie de compétences. C'est ce qui ressort d'un rapport sénatorial publié hier. Le manque de main-d'œuvre compétente reste un obstacle majeur au développement de nombreuses PME et TPE. Et les employeurs sont de plus en plus inquiets d'un mauvais appariement entre l'offre et la demande sur le marché du travail. Tous les ans, ce sont 100 000 jeunes qui se retrouvent sans emploi, sans formation et qui ne sont pas non plus dans un cycle d'études. La situation préoccupante de certains jeunes est pour ces sénateurs un véritable gâchis de compétences. Face à ces difficultés, ces derniers préconise la formation en interne dans les entreprises. Merci Victoire pour ces informations. On vous retrouve demain, évidemment, dans notre émission Smart Job. Place à notre rubrique Bien dans son job. Vous savez, c'est une rubrique qui donne la parole au DRH et à l'environnement RH, c'est important. Et avec Benoît Serre. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous allez bien? J'imagine que vous avez passé la nuit, vous qui êtes le vice-président de l'Association nationale des DRH et senior partner au BCG, à essayer de comprendre ce qu'a raconté Emmanuel Macron. C'est le fruit de plusieurs heures de dialogue social avec les partenaires sociaux. Qu'est-ce qui va changer en matière de chômage partiel, côté salarié, côté employeur et aussi dans le cadre du dialogue social? En fait, vous savez qu'avec la crise, le gouvernement avait choisi d'utiliser le chômage partiel pour limiter les effets sur l'emploi. Donc il y a eu des dispositifs dérogatoires qui ont été mis en place dès le mois de mars pour permettre la prise en charge à 100%, de faire en sorte que les entreprises contraintes de mettre leurs collaborateurs en chômage partiel, parce que c'était très contrôlé, est un remboursement, ça a été très contrôlé, est un remboursement à 100% des sommes qu'elle déboursait dans le cadre du chômage partiel. Ça a été mis en place dérogatoire. Et puis on a vu le débat s'ouvrir parce que le gouvernement n'allait pas maintenir comme ça, sous perfusion, les entreprises. Vous savez qu'on est monté jusqu'à près de 15 millions de salariés en chômage partiel, ce qui est absolument considérable. Vous avez donc 15 millions de gens qui étaient payés par l'État en France pendant 3 mois. Du jamais vu, auquel vous rajoutez les 5 millions de fonctionnaires, ça faisait 20 millions de Français payés par l'État lorsque vous avez une population active de 40. Donc c'est quand même considérable, quoi.
Donc ils ont très vite annoncé qu'ils allaient baisser le niveau de prise en charge. Et à ce moment-là, les partenaires sociaux ont monté le ton en disant que ça allait tuer des entreprises. Et du coup, les annonces du président Macron qui crée 2 dispositifs. Alors expliquez-nous, parce qu'il y en a un premier, nous on va le voir à l'image, ça c'est hors négociation sociale, où pour les salariés, ils seront payés à 72% du salaire net alors qu'ils étaient auparavant payés à 84%. Ça, c'est un premier chiffre qui est important. Et pour les employeurs, à partir du 1er octobre, s'ils n'ont pas négocié, on est remboursé à 60% au lieu de 85%. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas été capables d'avoir un accord. C'est bien ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a 2 dispositifs maintenant de chômage partiel en France, en fait. Le dispositif classique qu'on connaît, le gouvernement retrouve le schéma normal, c'est-à-dire que la prise en charge baisse jusqu'à 60%. C'est ça. Et la prise en charge également du salaire pour le collaborateur lui-même, qui passe de 84% du net à 72%. Donc ça, c'est un choc économique assez fort pour un salarié. Et du coup, le gouvernement met en place le dispositif spécifique dans le cadre de cette crise, qui est soumis à 2 conditions. La première, il faut que l'entreprise baisse son temps de travail jusqu'à 40% maximum. Et la seconde, qu'elle passe un accord avec les syndicats. Et dans ce cas-là, elle connaîtra un niveau de remboursement du chômage partiel à la hauteur de ce qu'on connaissait pendant la crise. D'accord, donc c'est un peu la carotte. Si vous n'avez pas d'accord, attention. Pas d'accord et vous baissez en dessous de 40%, il n'y a rien. Ça, c'est si on signe avant le 1er octobre. Dans ce cas-là, la prise en charge de 85%. Après le 1er octobre, un accord est toujours possible, mais la prise en charge baisse de 80%. Il faut se dépêcher, il y a un côté dépêchez-vous. Et on peut imaginer que cela baissera dans le temps. Parce que ce dispositif, il est mis en place au maximum à date pour 2 ans, mais renouvelable tous les 6 mois. Donc le dialogue social va vraiment être au cœur du système, puisqu'une entreprise ne peut pas le mettre en œuvre si elle ne trouve pas un accord majoritaire, c'est-à-dire qu'une majorité des syndicats représentatifs du personnel signe cet accord avec eux. Et là, on va rentrer dans une phase un tout petit peu plus compliquée. Les fameux syndicats irréfragables. Voilà. C'est le terme juridique. Exactement, mais aussi ceux qui représentent vraiment les salariés à plus de 50%. Vous savez que depuis 2014, 2008 et surtout 2017, beaucoup d'accords ne sont applicables que lorsque la moitié des syndicats l'ont accepté. Alors qu'avant 2008, il suffisait qu'un seul syndicat, même s'il représentait 3%, signe et ça marchait. Là, c'est fini, c'est la fameuse règle des 50%. Quand même, ce choix d'Emmanuel Macron, il est quoi? Il est politique, il est stratégique, il remet les acteurs partenaires sociaux au centre du débat, alors qu'on se souvient que sur certains dossiers, je pense à l'assurance chômage, il avait dit, vous vous êtes pas mis d'accord, c'est l'État qui reprend. C'est quoi? C'est le retour du dialogue social et donc d'une certaine lenteur? La position prise par le président de la République, elle est assez équilibrée en fait. Parce que, rappelez-vous que les ordonnances de 2017 avaient remis sur le terrain le dialogue social. On avait donné au dialogue social beaucoup de pouvoir sur le terrain, beaucoup plus qu'avant, parce qu'il pouvait déroger à des règles de branche. Donc ça, c'est la logique. Autrement dit, le dispositif de chômage partiel installé, il fait la part belle à la négociation sur le terrain. Il prévoit aussi l'accord de branche, mais c'est dans le cadre des entreprises qui n'ont pas de représentant du personnel. Absolument. Ça, c'est la partie équilibrée par rapport à 2017. L'autre partie moins équilibrée, vous l'avez rappelé, c'est que sur un certain nombre de réformes, le président de la République avait fait le choix un petit peu de se passer des partenaires sociaux. À la hussarde. À la hussarde. Et ça avait donné lieu à des tensions sociales très importantes. On l'a vu sur les retraites, on l'a vu sur l'assurance chômage, etc. Donc là, en parallèle, il remet les partenaires sociaux dans le jeu en leur disant « Attention, vous devez trouver des solutions. Allez vite. Hein. Sinon, il y aura un sujet d'emploi. Nous, l'État, on ne peut pas tout faire pour protéger les emplois. Qu'est-ce qui va se passer dans les entreprises ? D'abord, ça pousse les syndicats à aller vite. Oui. Et vous savez que ça, on en a déjà parlé ici, c'est un sujet, la lenteur du dialogue social. En parallèle, les syndicats vont probablement, dans certains cas, dealer, passer des accords en disant on passe un accord pour vous permettre d'avoir un remboursement de chômage partiel élevé, mais vous vous engagez à ne pas licencier. Parce que certains syndicats, comme Force ouvrière avec Yves Verrier, ou comme la CGT avec Philippe Martinez, se sont déclarés hier soir assez déçus de ce dispositif qui ne crée une aide publique sans compensation de non-suppression d'emplois. Donc le deal se fera dans le dialogue social au niveau de l'entreprise. Exactement. On accepte et on signe. En revanche, vous ne licenciez pas. Ça va être difficile. J'ai vu qu'il y avait des secteurs comme évidemment l'aéronautique qui sont en très grande difficulté, tous leurs sous-traitants. Comment on va faire le patron là, à ce moment-là? Alors, il est pris au piège. D'abord, quand vous regardez, vous vous rendez compte que sur le terrain, les syndicats, entre guillemets, sont raisonnables. C'est-à-dire que quelquefois, ils acceptent, ils comprennent. Ils choisiront probablement, comme il faut le faire d'ailleurs, dans cette période-là, des accords majoritaires de départ volontaires.
ce qu'on appelle les ruptures conventionnelles collectives, ou alors les APC dont on a parlé il y a quelques jours. Ici, donc ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'effectivement les partenaires sociaux vont devenir des vrais partenaires de la reprise de l'activité au niveau de l'entreprise, ou pas. On verra ça dans quelques mois. Un mot en moins d'une minute, quid de la réforme des retraites et du chômage? 2 réformes suspendues, 2 réformes explosives. C'est les 2 grandes inconnues de la tension sociale en France des prochains mois. Vous savez que la réforme de l'assurance chômage était programmée. Pour le moment, elle est suspendue, mais elle avait été conçue parce que le chômage baissait. Ce n'est pas probablement ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Le contexte n'est plus le même. Premier point, réforme des retraites, c'est la grande inconnue. Le président de la République semble vouloir la relancer. On ne sait pas très bien, on entend à droite à gauche. C'est un marqueur de son quinquennat. Est-ce qu'il va le refaire? Il le fera en fonction de l'évolution, probablement, avec les risques de tension sociale associés. Merci Benoît Serre de nous avoir éclairé. C'est un sujet de préoccupation des DRH et on y reviendra sur ces réformes du chômage partiel. On n'a pas parlé de la formation qui est un autre volet important évoqué par le chef de l'État. On se retrouve demain, j'en suis sûr, pour de nouvelles aventures. Tout de suite, place à Working Progress. Vous connaissez notre rendez-vous à la rencontre d'entreprises innovantes et de start-up. C'est tout de suite. Working Progress chaque jour avec Jérémy Cléda. Vous connaissez notre rendez-vous. Jérémy, bonjour. Cofondateur de Welcome to the Jungle. Alors, on est un peu dans une filiation dans nos thèmes, puisqu'on parle beaucoup de télétravail. Et aujourd'hui, avec votre invité, on va être dans les conséquences un peu négatives du télétravail. Oui, ou positives, ça dépend un peu de comment on les prend. Justement, beaucoup d'entreprises se disent comment on va gérer ça positivement. Verre à moitié vide, verre à moitié plein. Exactement. Alors là, on va être clairement dans le verre à moitié plein. La conséquence finale du télétravail, c'est quoi? C'est est-ce qu'en fait, on garde des bureaux ou est-ce qu'en tout cas, on ne repense pas profondément leur usage? Et donc, Kevin Duchier, bonjour, vous êtes le DRH de Germinal. Vous êtes une jeune entreprise, elle a 2 ans et déjà 30 personnes. Et là, très récemment, avec ce qui s'est passé, vous vous êtes posé la question de est-ce que on reste dans des bureaux, comment on travaille. Pour rappel, ce que vous faites, vous accompagnez les entreprises dans leur stratégie de croissance. Donc en plus, c'est un sujet qui est très, très d'actualité. Et avec 30 personnes, vous avez dit, en fait, on allait déménager. Est-ce qu'on ne peut pas repenser un peu notre manière de fonctionner? Comment ça s'est passé? En fait, ça a été assez incroyable pour nous, la période du Covid, parce qu'en fait, pendant le confinement, on s'est rendu compte que tout simplement, on était plus performants, qu'on avait une meilleure facilité à communiquer, bizarrement. En fait, quand on s'est rendu compte qu'on était plus serein, qu'on n'avait plus besoin de se déplacer tous les jours au travail, qu'on pouvait faire en fait du sport chez soi, passer plus de temps avec sa famille, etc., on s'est dit, mais ça n'a pas de sens en fait. Pourquoi on vient au travail? Pourquoi on vient au bureau en fait? Question profonde, ouais. Question profonde. Ouais. Et donc du coup, et simple en fait. Et donc du coup, on s'est vraiment remis en question là-dessus et on s'est dit ok, on va pas déménager, mais maintenant on va garder nos locaux et offrir une liberté totale aux gens de choisir s'ils veulent venir au bureau, s'ils veulent rester chez eux, s'ils veulent aller en Espagne pendant une semaine pour travailler. Là, c'est le cas avec des collaborateurs. Ils sont à 10 à partir à Toulouse dans un Airbnb pour partager du temps ensemble. Vous n'avez pas été invité J'ai pas été invité. Oui, non, nous, justement, on a été. J'ai dû rester ici. C'est bien aussi, Bismarck. C'est pas mal. Et du coup, mais on voit, par exemple, il y a beaucoup de DRH, de dirigeants qui voient le sujet avec beaucoup de crainte, en disant, en fait, c'est beaucoup de liberté qu'on offre. Comment on met ça concrètement en place pour s'assurer, bien sûr, qu'on répond aux besoins des équipes, mais aussi, vous qui êtes des garde-fous, est-ce que vous êtes posé aussi cette question? Ouais, alors nous, on a vraiment un prisme où en fait la liberté, elle prime. Et en fait, cette liberté, du coup, elle nécessite une grande confiance de notre part. Par contre, si elle est brisée, voilà, ça passe mal, forcément. C'est sur la confiance. C'est sur la confiance. Et en fait, nous, on s'est vraiment demandé, ok, on est dans un monde où en fait, il y a de plus en plus de gens qui commencent à dire que le bureau, que les entreprises, elles sont infantilisantes, etc. Nous, on voulait vraiment être dans un monde d'adultes en fait, et se dire en gros, en fait, chaque personne là ici, elle va être responsabilisée et on va lui faire confiance. Et j'invite vraiment les entreprises à le faire. Par contre, les écueils, en fait, c'est, encore une fois, on s'est posé des questions hyper simples. C'est à quoi ça sert d'avoir un bureau? Qu'est-ce que ça c'est quoi alors le bureau de demain? C'est quoi votre bureau aujourd'hui si personne n'y va? Voilà, c'est ça. Et en fait, Coquille vide.
Coquille vide, c'est vrai. Non, mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire, bah voilà, d'une partie, en fait, le bureau, ça servait à communiquer, à dialoguer. De l'autre partie, ça servait, en fait, à sociabiliser. Et en fait, la question maintenant des entreprises, c'est comment je réussis à recréer ça, mais à distance, en fait. Et maintenant, il faut avoir ce choix conscient. Et du coup, un des conseils que je donne souvent, c'est on fait beaucoup d'économies en ne prenant pas plus de bureaux. Mais du coup, ces économies, en fait, il ne faut pas les garder dans sa poche, il faut les investir justement dans du team building, en fait, dans des activités d'équipe, le réinvestir dans la création d'espaces dans les appartements de chacun, dans les lieux de vie de chacun, pour qu'ils puissent travailler en bonnes conditions. Donc voilà, c'est vraiment ça les conseils que je donne généralement. Il y a des entreprises qui vont même un peu plus loin. Je crois que d'ailleurs, vous vous êtes posé la question, qui disent, quitte à faire ça, plus de bureaux du tout. C'est ça. Est-ce que ça, c'est une question que vous êtes posée? Il y a même des entreprises qui sont venues dessus, parce que pour rappel, par exemple, Yahoo et IBM, qui sont quand même des entreprises extrêmement importantes, avaient testé ça, en sont revenus. Vous, voilà, est-ce que vous êtes posé la question et pourquoi vous êtes dit, on va quand même garder un espace? On s'est vraiment posé la question et on s'est dit, ok, est-ce qu'on ne va pas juste plus jamais aller au bureau? Mais quelque chose qu'on a tous observé aussi en étant confinés, c'est qu'en fait, on est quand même isolés. Et ça, en fait, c'est quelque chose... c'est l'équilibre qu'il faut trouver. C'est un équilibre qu'il faut trouver. Bien sûr. Il y a des entreprises comme Buffer qui se sont créées juste complètement en télétravail. Et c'était des personnes qui voulaient, en fait, ce mode de travail, en fait. Et c'était le deal dès le départ. Là, en fait, on ne peut pas dire à l'équipe, du jour au lendemain, en fait, on change toutes les conditions de travail. Tout ce que vous étiez imaginé à propos du travail, on le change et on vous impose ça. Nous, on voulait vraiment garder cette liberté aussi, c'est de se dire, en fait, tout le monde trouve son compte, on travaille vraiment d'où on veut maintenant. Mais d'un point de vue pratique, on a parfois des sujets de droit. Vous, en tant que DRH, vous avez signé un accord, vous vous êtes mis d'accord sur une charte. Comment vous avez, je dirais, bâti le squelette de ce choix? Oui, on a passé beaucoup de temps avec nos avocats à travailler là-dessus. On a une charte, on travaille aussi avec nos assurances. Il y a un problème, voilà, quand des gens partent à l'accident, l'étranger, pour les gens à Toulouse. Les gens à Toulouse, par exemple. Pour les gens à Toulouse, voilà. Donc tout ça, en fait, ça a été réglé avec nos assurances et nos avocats. Ça a été un vrai travail à faire. C'est pas simple, c'est du droit du travail. C'est-à-dire que là, on est en train d'externaliser le lieu de travail. Tout est bordé. Enfin, en tout cas, vous vous sentez en sécurité? Je me sens à moitié en sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est nouveau. Donc on a beau lire le droit, faire confiance à ses avocats, etc. On se dit toujours, il y a peut-être quelque chose, il va peut-être y avoir un précédent, en fait, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, parce qu'en fait, c'est une manière de travailler qui est totalement neuve, qui est totalement jeune. Et je comprends du coup la réticence de certaines entreprises à vouloir le lancer à haute échelle. Nous, on est 30, on n'est pas une entreprise de 30 000 personnes. C'est difficile, mais vous, là, concrètement, vous êtes dans une réflexion de repenser votre lieu de travail, votre lieu de vie professionnelle, c'est-à-dire on réduit nos bureaux, on va louer finalement 2 jours par semaine dans des espaces dédiés, de coworking, j'en sais rien. Comment vous inventez les choses là dans 6 mois? Parce que vous avez des locaux que vous payez, vous les louez ou vous les avez en propre. Ouais, on a nos locaux, on les paye. Mais en fait, c'est cher. Ah oui. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on veut garder parce que ça reste quand même en fait un QG, en fait, une espèce de maison où les gens vont se retrouver, c'est la ruche, etc. quoi. C'est un peu la ruche, exactement. Et c'est toujours bien aussi de savoir qu'en fait, qu'on a un lieu de vie. Donc, on va tout réorganiser, on va tout redécorer. On va mettre plus de lieux de lieux d'échange, de lieux de vie, partage, etc. Et de lieux de partage, de convivialité. Et derrière ça, en fait, ça va être aussi un endroit où tous les mois, les gens vont se réunir. On fait venir tous les mois toute l'équipe pour recréer justement ce moment de sociabilisation, ce moment de partage, quoi. C'est une révolution. Oui, et d'ailleurs, vous en parlez, c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant. Beaucoup d'entreprises se posent la question. Les bureaux se réduisent, les espaces de vie, en fait, ils deviennent pluriels. En fait, il y a des espaces de travail chez chaque personne. Est-ce que, comme d'autres, vous posez aussi la question, est-ce que je ne devrais pas aider mes collaborateurs, par exemple, à pouvoir investir dans un bureau, dans une chaise ergonomique? Comment faire en sorte pour les aider à avoir un vrai espace? Parce que ce qui ressort aussi du confinement, une grosse étude a montré que le principal frein à la productivité, c'est qu'en fait les gens sont mal équipés chez eux, donc Internet, etc. Puis en fait, on bosse sur notre lit. Enfin bref, c'est super compliqué. Est-ce que ça, c'est une réflexion que vous avez aussi?
Ah, totalement. Donc déjà, l'ensemble de nos collaborateurs ont des ordinateurs. Et derrière ça, ils ont un budget qu'ils dépensent comme ils le veulent, de 500 €. Ils se disent, OK, je veux un nouveau bureau, je me le commande. Je veux une chaise, je me la commande. Il me faut un écran, pareil. Et en fait, on va tester, on va voir si en fait, ce budget il est atteint ou s'il faut plus de budget pour que les gens soient mieux équipés. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. En fait, il faut réinvestir en fait, ce qu'on a gagné justement dans cet espace de bureau, quoi. Il y a un corollaire tout simple aussi que vous vivez, c'est la restauration. Il y a des entreprises qui ont évidemment leur restauration intégrée, d'autres peut-être la vôtre, où on va se nourrir dans le quartier ou en commandant. Là, c'est pareil, vous repensez, parce que la question de l'alimentation d'un collaborateur, elle est importante. Qu'il se nourrisse bien, qu'il se nourrisse convenablement. Vous avez cette réflexion-là aussi ? Aujourd'hui, en fait, les tickets resto, je pense, permettent à tout le monde. La majorité des gens sont quand même à Paris. Donc encore, on a quand même déjà 3 personnes qui ont déménagé quand même. Et on a pu recruter quelqu'un en Pologne, du coup, donc c'est génial. Il y a des gens un peu partout. Mais je pense qu'il y a beaucoup de services aujourd'hui qui fournissent ces choses-là. Et je commence à me faire contacter justement par ces services pour proposer en fait une nouvelle manière de consommer. Eux-mêmes doivent s'adapter. Eux-mêmes doivent s'adapter. Il y a des collaborateurs qui sont en fait atomisés et qui ne sont plus au même endroit. Donc elles s'adaptent aussi. On dirait. Et comme vous êtes un peu partout, j'imagine qu'en tant que DRH, vous posez un peu cette question fondamentale, c'est ma culture d'entreprise, au-delà de tous ces aspects pratiques, comment je fais pour continuer de la faire vivre si vous allez avoir des nouvelles recrues bientôt et qui sont en Pologne ou je ne sais pas où, comment lui donner ce sentiment, comment lui faire comprendre ce qu'est Germinal, pourquoi il est là et en fait pourquoi vous êtes tous là. C'est fantastique, on a 5 personnes qui sont arrivées pendant le confinement. Il y en a qui n'ont toujours pas vu leurs collègues, notamment celle qui est en Pologne, elle va les voir la semaine prochaine. Elle les a vus en visio. Elle les a vus en visio, exactement. Donc ça a été une grosse question. Je pense que c'est la plus grosse. Comment est-ce qu'on fait pour pas être 30 freelances en fait qui appartiennent et comment avoir ce sentiment d'appartenance. Nous, on a vraiment travaillé là-dessus. On va faire venir les gens tous les mois. Justement, on prévoit aussi de faire plus de séminaires. Donc à chaque fois, on fait venir tous les gens, on se met à plusieurs endroits différents. Et tous les midis, en fait, il y a toute l'équipe qui se réunit. Donc c'est 30 personnes tous les midis. Et on parle, on partage, on donne des infos sur la boîte, etc. Ça, c'est vraiment le début. Il y a encore plein de choses qu'on peut tester. Et en fait, ce que j'ai vraiment aimé, c'est quand j'ai proposé à l'équipe justement de proposer des nouvelles choses, on a vu des choses comme les 10 personnes qui vont à Toulouse, par exemple, et qui après iront à Lisbonne, etc. Ils reviennent souvent, c'est là. Mais en fait, c'est vraiment un truc qui, pour moi, est fondamental. C'est quand les gens créent eux-mêmes en fait, des moyens de se retrouver. Quoi. C'est fantastique. Ils prennent en charge leurs propres liens sociaux. Merci. C'est passionnant parce que je pense que c'est un champ des possibles incroyable que vous découvrez finalement chaque jour. Merci Kevin Duchier, vous êtes DRH de Germinal. Germinal, c'est pas comme Zola, c'est comme la germination, c'est ça. Exactement, la croissance. C'est important. Mais merci. C'est ça qui est important. Merci Jérémy d'avoir partagé ce moment. On continue avec vous évidemment parce qu'on s'intéresse maintenant à travailler demain notre rubrique à la rencontre des startups. Regardez. On se met à plusieurs endroits différents. Et tous les midis, en fait, il y a toute l'équipe qui se réunit. Donc c'est 30 personnes tous les midis. Et on parle, on partage, on donne des infos sur la boîte, etc. Ça, c'est vraiment le début. Il y a encore plein de choses qu'on peut tester. Et en fait, ce que j'ai vraiment aimé, c'est quand j'ai proposé à l'équipe justement de proposer des nouvelles choses, on a vu des choses comme les 10 personnes qui vont à Toulouse, par exemple, et qui après iront à Lisbonne, etc. Ils reviennent souvent, c'est là. Mais en fait, c'est vraiment un truc qui, pour moi, est fondamental. C'est quand les gens créent eux-mêmes en fait, des moyens de se retrouver. Quoi. Ça, ils prennent en charge leurs propres liens sociaux. Merci. C'est passionnant parce que je pense que c'est un champ des possibles incroyable que vous découvrez finalement chaque jour. Merci Kevin Duchier, vous êtes DRH de Germinal. Germinal, c'est pas comme Zola, c'est comme la germination, c'est ça. Exactement, la croissance. C'est important. Mais merci. C'est ça qui est important. Merci Jérémy d'avoir partagé ce moment. On continue avec vous évidemment parce qu'on s'intéresse maintenant à travailler demain notre rubrique à la rencontre des startups. Regardez. Travailler demain à la rencontre d'une start-up. Jérémy, qui allez-vous nous présenter aujourd'hui ? On parlait de bureau. Mais oui. Ou pas de bureau. En tout cas, il y a une start-up qui permet d'offrir cette flexibilité à ses travailleurs, d'ailleurs potentiellement nomades, c'est Office Riders. Bonjour Diane, vous êtes la directrice marketing et com d'Office Riders. Vous êtes une plateforme de réservation d'espace pour les professionnels. De cette manière, vous êtes un peu le Airbnb des espaces de travail. Comment vous est venue l'idée, et surtout qui semble vraiment d'actualité en ce moment ? Alors en fait, nous on existe depuis 4 ans
Et l'idée est venue lorsque les fondateurs se sont retrouvés aux États-Unis. Ils cherchaient un endroit pour travailler et sans vouloir forcément aller dans des espèces de coworking ou ce genre de choses. Et un de leurs amis leur a prêté un appartement, tout simplement. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que toutes les espèces de vie étaient vides la journée, qu'il fallait les recycler, les réutiliser, que c'était pratique pour les autres qui du coup pouvaient augmenter leurs revenus aussi, et pour les entreprises qui se retrouvaient dans des espaces uniques, atypiques et ultra personnels. Et donc, de ce qu'on voit, vous pouvez, c'est pour des réunions, des événements, de la production, ça c'est très varié. Vous louez à des professionnels et aussi bien à des particuliers, hein, c'est ça? Non, nous on loue vraiment aux professionnels. En revanche, la grande majorité des hôtes sur notre site, ce sont des particuliers. C'est ça. Mais très concrètement, moi, je veux avoir un espace pour ma société. Je vais sur Internet, je vous dis, j'ai besoin d'un espace de connecter avec des ordinateurs, j'ai besoin de Wi-Fi, et vous me le trouvez. Et je vous donne la zone géographique, et avec ça, vous vous débrouillez. Absolument. C'est une wedding planeuse du chef d'entreprise, en fait. Alors oui et non, dans le sens où nous, on n'est pas du tout une agence. C'est vraiment le même principe qu'Airbnb, c'est une marketplace. Vous mettez en relation. Vous pouvez aller vous-même directement sur le site, vous mettez vos critères. Nous, on s'évertue à professionnaliser les autres de pas mal de manières, donc que ce soit sur l'équipement. On a aussi tout un écosystème de partenaires qui vous permet d'avoir des services de traiteurs, des équipements en plus si vous n'en avez pas, et des prestataires en activité de team building. J'entendais Kevin en parler tout à l'heure. C'est hyper important pour ce point-là. Et donc, les gens louent, c'est quoi les stats que vous avez? C'est des gens qui louent pour une journée, une demi-journée? Ils prennent les locaux pour une semaine? Alors, en général, nous, on fait de la location à la journée. Donc, mais en fonction des demandes, ça peut être en demi-journée ou pour quelques heures. Mais en général, le prix standard et la grande majorité des locations, c'est vraiment pour la journée. Pour des réunions, des formations, des séminaires. Donc ça ne se fait plus à l'hôtel, puisque traditionnellement c'était plutôt des salles de réunion, de séminaires d'hôtel. Ça c'est fini, c'est en train de tomber dans les oubliettes, c'est au profit plutôt d'espaces plus conviviaux, c'est ça l'idée? C'est ça l'idée, absolument. Et en plus, ça permet aussi d'avoir entre 30 et 50% moins cher que ces alternatives-là. Parce que étant donné qu'on va chez les gens, il y a des coûts qui sont moindres aussi pour les autres. Et ça permet en plus d'être dans des espaces qui changent complètement de la routine. Et en plus de ça, de pouvoir travailler dans un espace agréable et différent d'habitude. Oui, d'ailleurs, on parlait de ça juste avant. Il y a un de vos fondateurs, Florian, qui a écrit un article. Et le titre est « Adieu, cher bureau ». Donc, il annonçait un peu la couleur. Est-ce que votre vision finale d'entreprise, c'est de dire, en fait, on va tous devenir des travailleurs un peu nomades? Alors, c'est vrai qu'il a fait un petit jeu de mots avec le cher bureau. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens de se retrouver dans une tour pour se retrouver dans un ordinateur. On a tellement d'outils à notre disposition pour pouvoir travailler à distance qu'au final, le seul intérêt de l'espace physique, c'est les interactions. C'est ce que la technologie ne peut pas nous transmettre, donc convivialité, émotion, interaction, cohésion d'équipe. Au final, il n'y a que ça qui reste vraiment important. C'est vrai. Et de ce fait, nous, on pense qu'à terme, le plus intéressant, au lieu d'avoir une grande tour dans la ville, ce soit beaucoup plus horizontal, qu'il y ait plein de personnes dans les villes différemment, qu'elles soient chez elles ou en équipe. Donc c'est pas bon pour la défense, tout ce que vous dites. Oui, c'est ça, c'est pas bon pour tous ceux qui vont construire en hauteur. En tout cas, ce qui est important, c'est le contenu et c'est pas le contenant, c'est ce que vous nous dites, c'est ce qui se passe et l'interaction, ce qui se passe entre les aides. Merci Diane d'être venue sur notre plateau, DIRCOM Marketing, d'Office Rider. J'imagine que vous avez de plus en plus de coups de fil avec ce post-Covid et toute la réflexion qu'on est en train de mener et qu'on mène avec Jérémy dans Welcome to the Jungle. On se retrouve demain pour Working Progress pour de nouvelles découvertes. Merci à vous. On fait une courte pause et on se retrouve juste après pour notre cercle RH. Et justement, on parle de la transformation numérique post-Covid. Est-elle utile ou pas? On en parle dans quelques instants. Notre débat, le cercle RH, vous connaissez notre rendez-vous. Chaque jour, une question, une problématique, une expertise. Aujourd'hui, on s'intéresse à la transformation numérique. C'est un peu dans la tête de tous les patrons, des présidents, avant le Covid. Que s'est-il passé après ce Covid? On va essayer d'en savoir plus. Est-ce qu'ils accélèrent ou est-ce qu'ils ont le pied sur le frein? Est-ce qu'il faut accélérer un peu plus la transformation pour gagner des parts de marché, ou alors ils hésitent, ils attendent plus tard. On va en parler dans quelques instants avec mes invités. Je vous les présente parce que c'est des spécialistes des plateformes numériques. Moi qui ai fait une fac d'histoire, vous imaginez bien, ils vont tout m'expliquer. Gilles Mergoual, merci d'être avec moi. Vous êtes PDG de Neoxia. J'ai envie de dire que c'est une success story. Vous l'avez créé en 2000. Vous êtes parti de rien, comme on dit. Et puis vous avez aujourd'hui 170 collaborateurs dans plusieurs villes de France.
au Maroc. Vous vous présentez comme un conseiller en stratégie informatique, c'est-à-dire que vous avez une possibilité de proposer un certain nombre de palettes dans le cadre de cette transformation. Vous allez nous raconter votre métier et essayer de répondre à la question qu'on se pose aujourd'hui. Qu'est-ce que vous disent aujourd'hui les patrons dans ce contexte? Avec nous, vous le connaissez bien, hein, Julien Lehureau, Gilles, vous avez créé cette start-up Use Together. Vous travaillez ensemble d'ailleurs, la main dans la main, et vous avez développé alors quelque chose qui était formidable il y a un an, mais là qui explose parce que je crois que vous êtes en pleine progression. C'est du multi-écran. On peut travailler, faire des réunions. Alors c'est pas le multi-écran classique. Alors, vous allez nous le raconter, mais je présente d'abord Sana Moussaïd. Alors vous, c'est intéressant parce que vous êtes la vice-présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Vous êtes vous-même à la tête d'un cabinet d'expertise comptable et commissaire aux comptes. Très intéressant parce qu'on va parler des data. Vous êtes en charge du numérique au sein du Conseil supérieur. Vous avez les mains dans la tuyauterie numérique et j'imagine que dans vos réunions, vous êtes en train d'expliquer à tous vos collègues il faut impérativement accélérer notre transformation numérique. C'est vrai pour les experts comptables, c'est vrai pour les notaires, c'est vrai pour les avocats et on va en parler avec vous dans quelques instants. Gilles Mirgoual, et je vous donne la parole parce que vous êtes passionné et vous allez nous expliquer votre développement. Cette question, vous la posez post-Covid. Votre société, elle a des chiffres de croissance à 2 chiffres. Ça marche, ça cartonne. Les entreprises achètent vos services, vos conseils, votre technologie. Le contexte dans lequel nous sommes entrés là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous disent vos clients? Alors, effectivement, donc nous, notre entreprise, se veut être le digital business partner de ses clients, hein. Que ce soit d'ailleurs des startups comme celle de Julien ou des grands groupes, en passant par tout un tissu de PME et de TI. Et ce qu'on leur propose, c'est de les accompagner dans cette fameuse transformation numérique. On les accompagne donc en mode conseil stratégique pour essayer d'y comprendre quelque chose et de se forger quelques convictions. Parce que surtout en particulier chez les PME et les ETI, la conviction du dirigeant, c'est vraiment ce qui fait qu'on engage cette transformation. C'est lui qui va engager et dynamiser le choix. C'est ça. Et on a une vision du conseil qui nous est peut-être un peu propre, qui est une vision du conseil action. On aime bien le service après-vente de nos conseils. Et donc, en fait, on s'engage à leur côté pour concevoir et délivrer, voire même opérer ces plateformes et ces services numériques innovants la plupart du temps. Donc, vous conseillez, mais ensuite, vous mettez en place ce que le président d'une ETI a voulu mettre en place. Il y a un diagnostic assez précis, j'imagine, à faire pour comprendre exactement ce qu'il souhaite et vers quoi il veut aller. C'est quoi? C'est des délais sur 5 ans? C'est 10 ans? Parce que vous êtes en stratégie. Stratégie, ça veut dire se projeter. Alors, la stratégie, c'est important, c'est pour donner le cap, mais ce qui est important aussi, c'est ce qu'on fait demain. C'est le fait d'être dans l'action. Donc, les résultats, c'est dès lundi matin. Et effectivement, on essaie d'atteindre une vision sûrement qu'on n'atteindra jamais, peut-être dans 3-4 ans. Il y a plusieurs dimensions. Il y en a une qui est assez simple, qui est de déployer les bonnes pratiques. Il y a encore, malheureusement, aujourd'hui, des entreprises qui n'ont pas encore déployé tous les outils digitaux qui sont à leur disposition. On l'a bien vu pendant le Covid, il y a celles qui couraient devant et puis les autres qui essayaient de pédaler derrière. Et puis, il y en a d'autres qui, je pense en particulier, un bon exemple qui est le métier des experts comptables. Elle est sur le plateau, en plus, ça tombe très bien. Voilà. Dont le cœur de métier est complètement bousculé par les capacités des technologies et ses nouveaux usages. Et là, c'est plus compliqué, hein, parce que le dirigeant, il doit prendre son risque finalement, faire son pari. Nous, on est là pour le réassurer. Et puis, en fait, l'accompagner en lui montrant que petit à petit, pas à pas, il va dans la bonne direction. Il commence à collecter les fruits de cette transformation. Et puis ensuite, c'est parti. Vous êtes interpellé, je vous donne la parole, hein, je vous le promets, évidemment, je ne vous oublie pas, la start-up Use Together, mais vous êtes interpellé. Oui. Ça, c'est très concret parce que c'est comme si, finalement, sur ce plateau, vous aviez pris rendez-vous et que vous rencontrez un conseiller en stratégie numérique et vous lui dites, voilà, nous sommes aujourd'hui au milieu du gué. La plupart des experts comptables, évidemment, ont tous numérisé et travaillent évidemment sur Internet. Mais là, on est dans des choses qui vont plus loin. Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans les 5 années à venir, justement dans cette transformation? Est-ce que les experts comptables disent « nous, on attend » parce que mon entreprise n'a pas la trésorerie, ce n'est pas la bonne stratégie, ou est-ce qu'au contraire, ils accélèrent là? Alors, je ne pense pas que ce soit homogène dans tous les cabinets d'expertise comptable, mais en tout cas, comme vous l'avez dit, cette crise, en fait, elle nous a montré quelque chose, c'est que c'est les cabinets d'expertise comptable qui étaient déjà digitalisés, qui avaient mis des process numériques, en fait, ils ont réussi quand même à pallier à cette crise, ils ont continué à travailler de la même manière, et puis même été plus performants, parce qu'ils ont, comme ils m'ont dit certains confrères, j'ai eu plus de temps, en fait, pour finir mes bilans, je les ai finis plus tôt. Et puis, il y a ceux qui n'étaient pas... Le stress des bilans... C'est ça. Ouais.
Et donc, il y a ceux qui n'étaient pas du tout organisés de la sorte. Et ceux-là, en fait, ils ont dû s'adapter en prenant des outils comme les vôtres, en ayant de la visio, des choses comme ça. Mais à ce moment-là, il faut s'adapter. Donc, en fait, mettre en place des outils, c'est pas la stratégie numérique. Il faut d'abord qu'ils revoient leur stratégie, qu'ils englobent tout ça dans la stratégie, avec les process. Ça revient au débat qu'on a. Oui, il faut une stratégie, puis on met des outils qui correspondent à la stratégie. Effectivement. C'est ça. Et moi, c'est ce que je fais au sein de mon cabinet, par exemple. J'accompagne aussi sur la stratégie numérique. Mais tout ça, en fait, c'est pour expliquer aussi nos confrères. En fait, il y en a certains aujourd'hui, on a aussi des compétences spécialisées qui ont été reconnues dans la loi Pacte. Et aujourd'hui, l'expert comptable, on le pousse aussi à se spécialiser. Il y aura des experts comptables qui vont être spécialistes de crypto-actifs, des experts comptables spécialistes de data, d'RGPD. On a une formation avec l'École centrale de Lyon sur la big data pour nos confrères. Donc, en fait, on essaye d'aller de l'avant. Et notre objectif, c'est vraiment de ne laisser personne au bord de la route. Et même celui qui se dit « je suis confortable aujourd'hui », à l'ancienne. On lui dit « non, tu es confortable aujourd'hui ». Par contre, c'est maintenant qu'il va falloir investir et vous transformer. Parce que, comme il l'a dit, notre métier, une bonne partie de ce qu'on fait en tenue, je parle juste de la tenue de la comptabilité, pas du conseil, c'est automatisable assez facilement. Mais évidemment, il y a un débat d'ailleurs même sur les salariés, avec des salariés qui se posent la question, est-ce que c'est l'algorithme qui à un moment donné va, à terme, ça c'est une question sociale, mais à terme remplacer un certain nombre d'acteurs qui sont des humains derrière un ordinateur. Je vous donne la parole. Voilà, vous allez pouvoir nous expliquer, c'est important parce qu'il y a les éléments de stratégie, hors crise, et puis il y a des éléments conjoncturels, vous l'avez vécu, ce Covid, et là vous avez des clients qui vous appellent beaucoup, parce qu'ils ont traversé la crise et ils vous disent vite, installez-moi votre procédé. Alors quel est-il d'ailleurs chez Use Together? Parce que c'est l'écran partagé, mais je me suis dit, l'écran partagé, oui, j'ai déjà vu. Non, vous, c'est très particulier. Non, donc en fait, c'est... Ah oui, non, mais voilà, attendez, ne dites pas n'importe quoi. C'est une application de partage d'écran collaboratif multicurseur, c'est-à-dire en fait que vous voyez les curseurs des participants bouger sur votre écran, ils peuvent manipuler avec vous vos applications et donc collaborer avec vous à distance, comme s'ils étaient physiquement à côté de vous. C'est génial. Mais bien mieux, puisque là... C'est-à-dire qu'ils rentrent dans votre espace et c'est comme si effectivement il était assis à côté de vous et qu'il mettait le doigt sur un élément et qu'il y avait un échange. C'est ça, oui, comme s'ils avaient une souris branchée sur votre machine, mais complètement à distance. Et ça reste complètement sécure parce que ça s'appuie sur une architecture pair à pair. Okay, donc en fait, l'image de l'écran, les entrées clavier, le chat aussi, parce que on supporte le chat vocal, tout ça, c'est transmis en direct à chaque participant. Ça passe pas par le serveur. Et en temps réel. Donc c'est une réunion totalement virtuelle qui permet de pouvoir faire parler un interlocuteur des États-Unis, du Brésil et en France. C'est ça. C'est absolument magique. Et les clients, là, j'imagine que ça explose, là. Oui, tout le monde n'a plus de bureau, on travaille à distance. Ça a explosé avec le Covid. Donc, avant le Covid, on avait pas mal de clients dans l'Amérique du Nord. Et grâce au Covid, maintenant, on est en train d'attaquer des marchés en Europe. Alors, Renault On a Renault, effectivement, comme client. Alors, on a Renault, Volkswagen et plein de grands acteurs aux États-Unis. Et j'imagine que c'est en développement, puisqu'on nous parle aujourd'hui d'un développement du télétravail. Qui dit télétravail dit espace partagé, donc écran partagé. Oui. Oui. Vous pouvez m'en dire plus si vous voulez. Oui, donc c'est vraiment, vous partagez votre écran, tout le monde peut participer. Gilles Mergoat, je précise quand même que vous accompagnez, en tout cas vous travaillez, vous avez pris d'ailleurs des parts dans cette société Use Together. Je dois être un peu concret. Quand un chef d'entreprise vous dit « j'ai traversé une crise terrible, je suis inquiet », qu'est-ce que vous lui proposez en termes d'accompagnement et de conseils stratégiques, très concrètement, pour lui dire « voilà ». Dans 2 ans, vous aurez une accélération, vous récupérez plus facilement le recouvrement. Vous aurez une accélération. Qu'est-ce que vous lui proposez concrètement? Alors, donc, moi, je travaille sur le domaine du digital, du numérique. Donc, je vais voir, en fait, dans cet écosystème, en termes de technologie d'usage, ce qui va permettre effectivement de pallier, voire de remplacer et d'accélérer le business de mes clients. On l'a bien vu, par exemple, prenons l'exemple du e-commerce. Le e-commerce a connu un boom monstrueux depuis 3-4 mois, sûrement en atteignant des objectifs de vente digitale qu'ils n'avaient pas imaginé. Qu'ils n'avaient pas imaginé pour cette année, en tout cas. Bon, alors, effectivement, leurs réseaux physiques ont peut-être un peu plus de mal. Et en fait, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire qu'il faut trouver, et je pense que beaucoup de métiers ont sur son cœur de métier des poches d'opportunités que le digital va pouvoir révéler
qui sont très peu ou pas du tout utilisés aujourd'hui. Et les outils à notre disposition aujourd'hui, que ce soit les parcours clients sur Internet, sur mobile, en fluidité totale, en omnicanal, que ce soit l'exploitation de la data. La data, tout le monde dit que c'est l'or du 21e siècle. Personne ça a une valeur incroyable. Voilà. Et le dernier levier en fait, de cette transformation, c'est toute la technologie du cloud, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours sur ces plateaux-là, qui sont vraiment un enabler, pardon pour l'anglicisme, qui permet de se lancer, d'accélérer, de scaler, de monter en charge très rapidement, en minimisant les investissements et en maximisant la satisfaction client. Donc vraiment, il y a énormément d'outils aujourd'hui. Par contre, c'est pas magique, ça peut pas se faire sans les clients, puisque ce sont leurs métiers. Ils sont aujourd'hui les meilleurs dans leur business, ils doivent être les meilleurs sur le digital dans leur business. On le fait avec eux, on peut pas le faire sans eux. Donc d'un mot, c'est une logique, c'est la marche de l'histoire, la transformation numérique. On y est et il faut accélérer. Bien sûr. Vous n'allez pas le dire le contraire, mais c'est vrai que c'est une logique. Les data. Arrêtons-nous un peu sur ces fameux data. Ils valent de l'or. Certains disent qu'il faut les monétiser. Par exemple, lorsqu'on a des informations sur sa propre santé, certains disent, après tout, ça a une valeur, il faut les vendre. Vos data, à vous, ils valent une fortune. Il n'y a pas d'exploitation de data pour l'instant, d'informations comptables. D'abord, elles sont privées, elles sont protégées par le secret. Quelle réflexion vous menez sur ces data ? Alors nous, au niveau de l'institution, on a mené une réflexion sur les datas et effectivement comment pouvoir exploiter ces données tout en respectant le RGPD et en respectant un certain nombre d'éléments liés à la confidentialité, le secret d'affaires, parce qu'il faut savoir que même par exemple, si je prends les liasses fiscales ou les données comptables de tous mes clients en me disant c'est anonyme, c'est pas frappé par le RGPD, peut-être que mon client ne l'a pas déposé à Infogreffe et donc je dois respecter ces éléments-là. Donc le fondement juridique, on l'a posé et on travaille, on a un groupe de travail sur la data, justement pour expliquer à nos confrères qu'il faut enrichir ces données par des données externes. Aujourd'hui, Infogreffe, il y a des open data, DataGouv, qui sont juste vraiment extraordinaires et qui nous permettent aujourd'hui, en fait, de matcher les données de nos clients pour les aider. On a un baromètre, nous, au niveau de la profession, qui s'appelle Image PME et qui analyse 700 codes NAF. De manière trimestrielle. Pour voir comment les entreprises évoluent. Pour voir les évolutions. Et effectivement, ça, c'est je le dis entre nous, mais c'est en évolution. On est entre nous. Il n'y a pas de... C'est pas grave, ça ne va pas fuiter. Donc, il va évoluer, mais aujourd'hui, on a 700 codes NAF. Et effectivement, nous, on est vraiment conscients de cet enjeu, parce que pour accompagner une entreprise, en fait, la data, c'est ce qui va nous permettre de voir justement si elle est performante, si elle arrive à performer avec les outils numériques qu'on a mis en place. Quand on met une stratégie numérique, je pense que vous analysez avec eux, vous mettez en place un certain nombre d'indicateurs, vous regardez avec eux l'atterrissage, est-ce que ça a bien évolué, est-ce que ça répond aux besoins, et puis après, nous, on ajuste. Par exemple, quand on accompagne sur un business model où on met en place des reporting, on va ajuster avec le client en fonction de la conjoncture. En vous appuyant sur ces datas, potentiellement, c'est une source bien sûr. On les enrichit, on les croise. On croise plusieurs données, en fait. Et en fonction de la société qu'on a en face, en fonction de l'activité et du besoin du client, parce que c'est très important aussi le besoin du client. Voilà. Et puis après, nous aussi, on essaye de le challenger. L'idée, c'est de le challenger en lui disant pourquoi pas vous digitaliser. Il y a d'autres canaux, donc on peut leur mettre en place, les aider à mettre des micro-études de marché. Mais c'est intéressant, Sana Moussaïd, parce que vous êtes à la fois dans une réflexion interne à la structure des experts comptables et puis en même temps, comme dirait l'autre, vous êtes aussi dans un rôle de conseil de vos clients en disant attention, là, si vous n'allez pas un peu plus vite vers le numérique, vos concurrents vont vous doubler. Donc c'est intéressant. C'est ça, mais c'est le rôle des experts comptables d'accompagner les 2 millions d'entreprises qu'on représente. Donc nous, on a eu un engagement aussi avec le gouvernement, avec France Num. On travaille aussi pour digitaliser les 2 millions d'entreprises. C'est pas évident parce que pour certains, c'est un coût, mais on essaye vraiment de montrer l'avantage et je pense que cette crise a eu quand même un point positif, c'est de montrer aux chefs d'entreprise l'intérêt. En fait, on n'a plus besoin aujourd'hui de vraiment les convaincre, ils l'ont vu. Oui, c'est ça. Juste d'un mot sur les RGPD, sur la confidentialité, quand on gère une réunion comme ça à plusieurs en multi-écran, où moi je peux aller chez mon voisin pour lui biffer une phrase ou pour... Comment ça se passe? Vous avez des règles par rapport à ce multi-écran? Parfois, on est gêné dans une vraie réunion d'être qu'un collaborateur ou un collègue vienne vous... voilà, donc ça marche aussi, j'imagine, en multi-écran?
Oui. Donc à partir du moment en fait où les données ne véhiculent pas, ne transitent pas par nos serveurs et que nous on stocke finalement qu'une adresse mail et quelques données non sensibles afin d'assurer le service. Donc c'est du flux qui n'est pas stocké finalement, en fait. voilà. Oui. Donc il n'y a pas de danger évidemment de confidentialité. Et donc non, c'est vraiment les seuls qui ont accès aux informations, aux données, sont les participants. Les participants. Les data, les algorithmes, je dirais dans les grands débats mainstream, il y a eu beaucoup de sujets, d'inquiétudes, espèce de comme ça, de totalitarisme de l'algorithme qui va suivre le consommateur. Utile, l'algorithme, c'est l'avenir, l'algorithme? Alors l'algorithme, en fait, c'est ce qui permet il est partout, l'algorithme, de donner en fait. de la valeur à la donnée. Parce que sans on l'exploite. La donnée a assez peu de valeur. Alors déjà, moi, je voudrais rajouter, toutes les datas ne sont pas à caractère personnel. Donc il y a déjà il y a beaucoup de données qui ne sont pas nominatives, etc., qu'on peut déjà exploiter. Je vais prendre quelques exemples qui sont des exemples sur lesquels nous travaillons avec nos clients. Nous travaillons avec un client industriel qui dispose de réseaux de distribution de gaz, etc., sur lesquels il y a des capteurs, des sondes qui envoient très régulièrement des informations de pression, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la détection de fuite, on fait de l'anticipation de panne de matériel. Pas de données personnelles. Jusqu'à présent, ces données n'étaient pas utilisées. C'est du gaz qui passe dans des tuyaux. Voilà. Bon. Détecter une fuite, voire faire en sorte qu'elle ne se produise pas, parce qu'on a changé le matériel avant que ça ne se produise, ça fait des économies pour tout le monde. Pour le distributeur, pour le client. Donc là, il y a une forme d'utilité, je dirais, sociale de l'algorithme, parce que ce n'est pas des données personnelles. On évite des drames et l'entreprise gagne. Donc l'algorithme a une utilité et on y est, on est dedans. Est-ce que ça va s'accélérer, Gilles Mergoual? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même une volonté de traiter ces données, d'avoir des outils performants pour à la fois conseiller les clients ou pour offrir des produits informatiques, je dirais, performants? Alors oui, l'algorithme, c'est vraiment la brique de base qui est nécessaire pour le traitement de ces données, pour créer cette valeur, pour créer ces nouveaux services. On connaît tous, et les algorithmes, tout le monde en utilise tous les jours. Vous ouvrez un grand site de vente en ligne que je ne mets pas, et il vous fait des recommandations. On devine. Ces recommandations, elles proviennent de l'application d'algorithmes, de machine learning, qui a appris un peu à vous connaître. Je vais prendre un autre exemple plus intéressant peut-être, dans le domaine de l'éducation. Beaucoup de nos clients privés et publics sont également dans ce domaine-là. Que va permettre de faire la data et l'algorithme qui va traiter ces datas? Ça va permettre en fait d'individualiser la pédagogie. Aujourd'hui, on est sur un système d'enseignement qui est un système très industriel. On a des lots d'élèves et on leur fourgue sujet sensible, une information. L'individualisation, si je peux me permettre. Alors l'individualisation, voilà, c'est tel élève, et ben en fait c'est Paul Durand, et Paul Durand, il a telle lacune. Et on va travailler là-dessus. Voilà. Et évidemment, on ne peut pas le faire humainement. Donc, moi, je dis que l'algorithme, c'est ce qui augmente l'humain. Ça ne va pas le remplacer, ça l'augmente, ça le rend plus fort. C'est important de l'entendre, parce qu'il y a ça fait de nous des super-héros un peu. Ouais. Et voilà, des hommes bioniques. Des hommes bioniques. Dotés d'une puissance finalement de calcul que notre cerveau n'a pas. Tout à fait. Et on va pouvoir se concentrer sur la relation entre l'enseignant et l'élève, c'est sûrement ce qui est le plus important. Bon, il faut avoir la bonne information. Donc l'enseignant, il aurait un outil qui permettrait de savoir si Stéphane Durand a plus besoin de travailler sur tel secteur, moins que Élise Dubois, qui elle est plus facile à l'oral et moins à l'écrit. C'est-à-dire qu'il a quand même devant lui, malgré tout, un tableau de bord. Alors aujourd'hui, c'est pas rien de faire ça dans une école, quand même. Oui, alors. Mais on va vers ça. Alors dans l'école ou globalement dans la vie, parce que l'enseignement, c'est pas simplement à l'école, c'est tout le temps. Alors ces outils, ils existent aujourd'hui. Alors, dans les classes, je pense que les enseignants connaissent à peu près leurs élèves, ou pensent les connaître. Bon. Et donc, ils individualisent. Mais on sait très bien qu'on a de plus en plus de classes, il y a de plus en plus d'élèves dans les classes, etc. Donc, on sait qu'on passe à côté. L'intérêt, c'est que les outils sont là. Après, on peut les utiliser. Il existe aujourd'hui des plateformes où il n'y a même plus d'enseignants. Bon. Moi, j'aimerais bien que l'on allie les deux et que les enseignants utilisent ces outils. Pas que du e-learning, de l'humain et des outils. Avant de nous quitter, je voulais quand même vous donner la parole sur ces algorithmes. Ils remplacent les salariés ou pas? On a dans les cabinets d'expertise comptable qui utilisent beaucoup de comptables, je dirais de salariés qui travaillent, qui classent. On conserve cet écosystème où l'algorithme, là aussi, va tout révolutionner. Alors, oui, ça va révolutionner la façon dont on travaille. C'est pour ça qu'on parle de changement de stratégie, de changement de cap et aussi de formation pour les collaborateurs. Aujourd'hui, on forme les collaborateurs. Il y a eu des avancées au niveau de la profession expert comptable, à savoir aujourd'hui, on peut faire du full service. Donc, celui qui faisait de la saisie, il pourra peut-être demain
faire tout ce qui est règlement pour son client. Vous êtes son client, il va faire tout ce qui est règlement, relance de facture, relance client, des choses comme ça. Ça lui dégage une partie. Et en fait, on essaye vraiment de se positionner pour tous les niveaux. Il y a certains niveaux qui pourront évoluer, mais en tout cas, d'autres qu'on essaye de transformer pour aller vers la gestion donc, des entreprises. Et toutes ces formations-là existent aujourd'hui au niveau de notre profession parce qu'on a un enjeu, nous, c'est quand même 130 000 collaborateurs, 20 000 experts comptables. Il ne faut pas les laisser à côté et surtout, on en a besoin pour transformer comme chaque métier. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut les accompagner, c'est ce que vous dites. Les former, les accompagner. Exactement. Tant pour qu'ils soient de bons conseils auprès des chefs d'entreprise, mais qu'ils puissent aussi avoir une structure opérationnelle et exactement. Et on les rassure aussi, les rassurer, parce qu'il faut rassurer tout le monde, en fait, aujourd'hui. Ce n'est pas que les experts comptables, il y a les avocats, il y a les notaires, il y a les radiologues, vous l'avez évoqué. Et je pense que notre rôle ici, c'est surtout de rassurer tout le monde, en fait, en disant que, comme vous l'avez dit, c'est les algorithmes. Oui, n'ayez pas peur, acceptez-les, on ne va pas aller contre le progrès. J'ouvrais le débat parce que dans la société, il y a une réticence, il y a en tout cas des blocages, et je pense que c'est peut-être par la pédagogie et l'explication qu'on pourra peut-être rassurer, parce que c'est vrai qu'on a tous, sur des sites de vente en ligne, découvert que quand on aimait la pêche, on avait quand même beaucoup plus de produits de pêche qui nous étaient proposés. Merci à vous de nous avoir éclairé. Gilles Mergoual, PDG de Neoxia. Merci à vous, Sahana Moussaïd, qui vous êtes la vice-présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Et vous êtes évidemment à la tête vous-même d'un cabinet d'expertise en charge du numérique. Vous reviendrez nous faire suivre un petit peu l'évolution de vos clients et de vos stratégies. Puis Julien Lehureau, Use Together, avec cet écran partagé qui est totalement innovant. On a presque l'impression d'avoir son collègue à côté alors qu'il se trouve à 10 000 km. Merci de nous avoir éclairés pour ce cercle RH. Je vous retrouve demain, évidemment. On s'intéressera au rapport de l'Association nationale des DRH sur ce qui s'est passé, la période post-Covid. Qu'est-ce que les DRH en ont tiré? On en parlera sur ce plateau. Merci à vous trois. On termine Smart Job par notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, notre dernière rubrique. Je vous présente Fari Acha. Merci d'être avec nous. Vous êtes une femme heureuse parce que le Financial Times vous a élu votre société Golden Bees parmi les 1000 sociétés européennes les plus en croissance. Donc c'est une success story. Vous faites du recrutement ciblé. Expliquez-moi, c'est quoi le recrutement ciblé? Alors, le recrutement ciblé, on peut parler de recrutement programmatique, c'est la possibilité d'automatiser un certain nombre d'actions dans le sourcing et la communication de marque employeur. Donc, ça va aller sur le sourcing de la diffusion des offres d'emploi sur l'intégralité du web, jusqu'à la génération de candidatures qualifiées, tout en maîtrisant les notions de performance et en optimisant les investissements. Et ça va être la même chose sur la marque employeur. D'accord. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous faites, c'est que vous êtes côté employeur, mais aussi côté candidat. Et ce qui est passionnant dans ce que vous présentez, cette étude incroyable, c'est qu'on découvre qu'il y a quand même des bouleversements dans la tête des candidats. D'abord, on va le voir, c'est intéressant. Lorsque vous les interrogez, ils sont à 45% à dire qu'ils vont chercher leur emploi sur les réseaux sociaux. Ils sont réceptifs. Voilà, donc forcément, c'est très nouveau. 35 papiers, donc ça reste encore le papier malgré tout, il reste encore le CV, la photo collée à gauche. Ça évolue, ça va encore évoluer? Ça évolue énormément. Alors là, bien sûr, c'était un panel de candidats qui était assez large, donc il y a toute tranche d'âge. On verra notamment que les millennials, donc les 18-34, vont beaucoup plus aller sur les leviers digitaux, donc ça va être les réseaux sociaux, ça va être YouTube, tout ce qui est audio par exemple, Spotify, etc. Si on veut toucher cette audience, c'est important de les adresser sur l'ensemble des leviers. Est-ce que le papier est aujourd'hui important pour certaines catégories? Oui, ça l'est, mais ça reste quand même, je crois, un peu moins d'un tiers. Et c'est quelque chose qui est en train d'évoluer fortement. Et je pense qu'il va régresser au profit, j'imagine, des réseaux sociaux et en tout cas de LinkedIn, dont on parlait hier sur ce plateau. J'ai vu aussi que ces candidats, large panel, étaient de plus en plus sensibles à la communication de l'entreprise, à la façon dont l'entreprise parler d'elle et sur les enjeux, j'allais dire presque éthiques de l'entreprise. Ça, vous le confirmez? Tout à fait. Alors, c'était déjà le cas avant le Covid, parce que cette étude a été faite vraiment pour avoir le feedback des candidats sur leurs ressentis, leurs attentes sur le marché dans cette situation assez particulière. Mais avant ça, déjà, il y a un besoin des entreprises de créer de l'engagement, de communiquer ses valeurs, parce que c'est devenu un critère de sélection pour les candidats. Et là, pendant le Covid, ça l'est encore plus, parce qu'on est quand même dans une situation où il y a une communication assez anxiogène sur la situation économique. Parfois, on a pris la parole pour les entreprises et quelque part, on se pose la question de savoir est-ce que
que ces entreprises continuent à recruter? Quelle est leur situation financière? D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que quand on passe des entretiens, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que votre entreprise va bien? Et donc, le candidat ose demander ça. Exactement. Et j'ai eu le cas moi-même dans ma start-up, mais il y a également des recruteurs qui m'en ont parlé. Donc, c'est même devenu un critère d'influence dans le choix. Donc, l'importance c'est culotté, permettez-moi, parce que moi, je suis un peu de la vieille école. Je ne me serais jamais permis de demander à la personne qui me recrutait si son entreprise allait bien. Enfin, il y a comme ça une sorte d'égalité presque dans l'échange avec le recruteur. Moi, j'ai envie de dire c'est un petit peu légitime, mais il y a quand même cette prise de pouvoir du candidat sur le marché de l'emploi qu'on connaît et qu'on reconnaît depuis un certain temps. C'est normal aussi de savoir si dans l'entreprise dans laquelle on va aller, on correspond. C'est logique, non, mais le fait de le prononcer me semblait effectivement... Est-ce qu'on peut se projeter sur le long terme? Bien sûr. Alors, un dernier mot, parce que celui-ci, il est important. Vous l'avez fait pendant cette période Covid, l'inquiétude ou pas des candidats. Ce qui est très intéressant, on va le voir. 41% quand même disent oui, on est inquiet, mais il y a quand même 59% qui disent je ne vais pas perdre mon job pour ceux qui en ont un, et je vais en trouver un pour ceux qui en cherchent. Il y a quand même comme ça une dynamique positive. Je suis d'accord, c'est pas catastrophique, mais ça reste inquiétant parce qu'on a quand même 40%. Voilà, ça reste quand même important. Il faut quand même regarder cette data, mais sur l'autre partie, ça signifie aussi qu'il y a eu de la communication qui a été faite, généralement de la communication en interne, qui a été très bien faite par la plupart des entreprises. Peut-être que l'effort a été trop concentré sur ce sujet-là et pas assez à l'extérieur, ce qui explique ces disparités de chiffres. La communication. Merci Farid Acha. Merci à vous. Merci d'être venu dans notre émission Smart Job Golden Bees, saluée par le Financial Times parmi les 1000 entreprises en croissance en Europe. Merci de nous avoir rendu visite sur le plateau. Je vous retrouve demain évidemment pour un nouveau numéro de Smart Job. Merci à toute l'équipe et à Emma Benassi qui est dans mon oreille. À demain.